Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Sébastien Arcos, je suis votre directeur, le directeur du programme Bachelor pour l'ensemble du groupe IDRAC, et j'ai le plaisir d'animer avec des intervenants sur chacun de vos campus le dossier qui s'appelle Études marketing appliquées. Ce travail que vous allez démarrer dans les tout prochains jours va contribuer à votre évaluation de cette troisième année importante, l'année du diplôme, et va courir sur l'ensemble des 2 semestres d'enseignement. Un dossier qui est donc divisé en 2, un premier semestre d'enseignement où vous allez travailler sur des constats et un deuxième semestre sur des préconisations. Constats et préconisations autour de quoi? Autour d'une entreprise, de son environnement et autour d'un produit que vous allez choisir et que vous allez valider avec votre responsable pédagogique, avec votre coach sur votre campus, de manière à pouvoir l'analyser totalement. Lorsque l'on parle d'études en école de commerce, bien évidemment, il apparaît tout de suite des cours de marketing, des cours de management, des cours de négociation, des cours de comptabilité, un petit peu. Et les étudiants comprennent un petit peu moins les raisons pour lesquelles on va avoir parfois du droit, parfois de la géopolitique, parfois des cours en anglais, du commerce international, etc. Cette transversalité des matières trouve l'ensemble de son expression dans ce dossier qui s'appelle Études marketing appliquées. Disons-le tout de suite, c'est un travail qui représentera à la fin environ 100 pages d'études, de recherche qualifiées, d'information, de traitement de l'information, et bien évidemment, ce qui nous intéressera surtout à la fin, c'est la valeur ajoutée que vous allez donner à ces recherches en effectuant un certain nombre de préconisations réelles pour une entreprise qui, là aussi, est réelle. Premier travail pour vous, c'est de définir un groupe d'étudiants. Groupe d'étudiants, c'est 4 étudiants, précisément, pour pouvoir effectuer ce travail. Donc, constituer les groupes dans votre campus, donner assez rapidement le nom des étudiants concernés par votre groupe, identifier un chef de groupe pour votre coach qui donc aura un interlocuteur privilégié et choisissez une entreprise et un produit. Si vous êtes étudiant dans un parcours en alternance, nous vous conseillons de choisir, de sélectionner une entreprise, un produit dans lequel l'un d'entre vous va effectuer son alternance. Bien évidemment, par respect et par souci de confidentialité, nous vous demandons aussi qu'il n'y ait pas d'étudiants dans une entreprise concurrente qui soit dans le même groupe que vous. Une fois que vous avez sélectionné cette entreprise, on va essayer un petit peu de comprendre pourquoi on réalise un dossier. En fait, ce dossier, cet audit, va à la fin avoir une expression en 4 dossiers. Vous allez effectuer un premier dossier, une centaine de pages, qui va être le dossier de recherche. 100 pages pour décrire l'actualité, décrire l'environnement économique, politique, réglementaire, décrire également l'environnement de l'entreprise en tant que tel, et puis avoir une dernière strate qui est le détail de l'entreprise avec son fonctionnement. Un deuxième dossier qui est un dossier de matrice et d'outils du marketing. Vous avez maintenant eu 3 ans d'enseignement pour certains d'entre vous dans le programme Bachelor et vous avez vu un certain nombre d'outils, de matrices, de techniques que l'on utilise dans les entreprises pour réaliser des stratégies marketing. Vous allez devoir fournir un dossier d'annexe, un dossier sur ces outils du marketing. Et puis un troisième dossier qui sera également à remettre, c'est un dossier sur un guide d'entretien. Bien évidemment, pendant vos recherches, vous allez être confronté à aller rencontrer des services marketing, rencontrer des services commerciaux, rencontrer des salariés de l'entreprise, parfois des concurrents. Vous allez devoir retranscrire l'ensemble de vos interviews dans un guide d'entretien qui fera une petite dizaine de pages à peu près et qui est normé. Pour l'ensemble, bien évidemment, de ces éléments, un guide du dossier Études marketing appliquées est disponible sur votre e-campus. Donc, utilisez-le, puisque c'est votre cahier des charges, à la manière d'un appel d'offres. Si votre dossier ne correspond pas strictement au cahier des charges tel que nous l'avons écrit, tel que nous l'avons exprimé, votre dossier ne sera pas recevable. Vous avez enfin un 4e dossier. Celui-ci interviendra à la toute fin de l'année. C'est le dossier de soutenance. Ce dossier de soutenance, c'est quelque part votre carte d'embarquement pour pouvoir exposer vos constats et vos préconisations, vos outils du marketing devant un jury qui se comportera vis-à-vis de vous comme le conseil d'administration de l'entreprise en question. Nous avons donc besoin d'avoir des préconisations pertinentes. C'est aussi ça,
le fait d'être en troisième année d'un programme école de commerce. Jusqu'en deuxième année, on est un peu dans l'opérationnel. En troisième année, on attend de vous d'être de futurs cadres, de futurs managers, d'être des consultants juniors. Un consultant junior, c'est quelqu'un aussi qui s'implique et qui donne, à un moment donné, une décision, qui donne des solutions, des préconisations, bien évidemment, libre à l'entreprise de suivre ou non vos recommandations. En tous les cas, le jury se comportera comme le conseil d'administration et écoutera avec tout l'intérêt qu'il se doit vos préconisations et surtout, le jury jugera de votre capacité à faire des préconisations qui soient liées les unes aux autres. Lorsque l'on préconise, par exemple, de recruter des salariés, encore faut-il que l'entreprise soit en capacité financière de recruter et d'accompagner ces nouveaux salariés. Lorsque l'entreprise, lorsque l'étudiant, le consultant va préconiser une campagne de communication, est-ce que le budget communication correspond bien évidemment à la réalité de ce que vous demandez à cette entreprise. C'est un petit peu ça aussi, la transversalité des matières. C'est exactement ce travail que nous vous demandons dans ce dossier études marketing appliquées. Un dossier qui sera donc particulièrement éprouvant pour vous parfois, en tous les cas engageant, ça j'en suis certain, enthousiasmant, c'est en tous les cas ce que l'on espère, et surtout qui vous permettra de bien comprendre que dans une entreprise, on a besoin de l'ensemble des paramètres que vous utilisez, que vous étudiez aujourd'hui au sein d'Hydrac et que vous utilisez partiellement, parfois seulement, au cours de vos missions, soit en stage, soit en alternance. Voilà pour cette présentation de ce dossier. Maintenant, rentrons un peu plus déjà dans le sujet et comprenons pourquoi on réalise des audits dans les entreprises. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi réaliser un audit ? Une entreprise aujourd'hui, lorsqu'elle va commander un audit auprès des étudiants de l'Hydrac, par exemple, eh bien, elle part un petit peu dans une aventure. Bien souvent, ce que l'on constate en France, en général, c'est que les entreprises mettent en place des plans marketing, des plans d'action, sans véritablement vérifier si les moyens sont correctement affectés, ou bien s'il y a un suivi de ces actions et si le plan a été correctement réalisé. Il faut bien voir le processus de décision tel qu'il apparaît sur votre écran. Nous avons, pour une entreprise, l'acte de décider. Bien évidemment, une entreprise décide. Ces décisions peuvent être prises sur du court terme, du moyen terme ou du long terme. Mais décider derrière, ça engendre bien évidemment d'affecter. Affecter des moyens, ces moyens peuvent être des moyens financiers ou des moyens humains, des ressources supplémentaires, des collaborateurs qui vont être détachés sur telle ou telle mission. Si on se contentait de décider des choses et d'affecter derrière des moyens, eh bien, disons qu'on n'a fait qu'une partie du travail. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas de se contenter de ceci, mais c'est de contrôler. Contrôler si les moyens ont été correctement utilisés, s'il n'y a pas eu de ressources inutilement déployées, et à partir de ce contrôle, eh bien, analyser. Le contrôle et l'analyse, on est dans le travail d'audit. Et c'est précisément ce que nous allons vous demander de réaliser pour du court terme, du moyen terme et du long terme. Lorsque l'entreprise se lance dans l'étape de l'analyse, en tant que telle, eh bien, elle va réaliser, vous l'avez déjà vu en marketing au cours de vos premières années d'enseignement, elle va réaliser ce qu'on appelle une technique de l'entonnoir. L'entonnoir, c'est démarrer au niveau le plus large possible, l'environnement externe, puis de travailler sur le sectoriel et d'arriver enfin sur l'entreprise en tant que telle. Son environnement direct, bien évidemment, son marché, et ensuite l'entreprise en interne avec ses services. Alors, quand est-ce qu'on réalise un dossier, un audit pour une entreprise ? Premièrement, lorsque l'on vend. Lorsqu'on vend une entreprise, eh bien, on doit faire un audit pour le futur acquéreur, pour déterminer un prix, bien évidemment, et puis pour le futur acquéreur, pour qu'il connaisse les forces en présence de l'entreprise. On fait également un audit lorsqu'on veut contrôler un plan marketing. On a déployé, on a pris des décisions, on a déployé un plan marketing, vous savez, ça fait référence au 4P, on élabore une stratégie marketing, eh bien, on va auditer quelques temps après pour voir si le plan marketing a été correctement utilisé. On peut également le faire dans le cadre de sociétés plus importantes pour une entrée en bourse, bien évidemment, ou bien recevoir de nouveaux associés, donc étendre un petit peu le capital de l'entreprise. C'est pour cela qu'on fait appel à un auditeur. Un auditeur, comme vous, c'est un consultant junior en l'occurrence, c'est un regard externe à l'entreprise. C'est quelqu'un qui n'est pas pollué encore par la vie de l'entreprise en interne,
Parce que, on sait très bien comment les choses se passent, lorsque l'on fait un audit en étant beaucoup trop impliqué, beaucoup trop en interne, on va s'interdire un certain nombre de recommandations. Nous, ce que nous avons besoin, c'est à la fois ce qui fait la force de votre qualité d'étudiant, c'est votre jeunesse, c'est votre dimension à finalement prendre un maximum de recul, car vous êtes en détachement, et c'est la difficulté pour celles et ceux qui d'entre vous sont en alternance aujourd'hui. Eh bien, lorsque vous allez passer aux préconisations, on vous conseillera, on vous dira, faites faire les préconisations plutôt par des étudiants qui ne sont pas dans l'entreprise, car c'est à ce moment-là où nous aurons besoin, évidemment, de cette prise de recul totale. Le travail d'audit, c'est un peu comme quand on survole. Vous êtes dans un avion, vous avez certainement voyagé, on est sur un gros porteur, et c'est une longue distance, on est à 10 000 mètres. À 10 000 mètres, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas grand-chose. On devine un petit peu des formes, on devine la terre, on voit des montagnes, on voit des lacs, bien évidemment, on voit des villes qui se dessinent, mais on distingue assez peu si le bâtiment est haut ou bas, si finalement le lac est grand ou petit. L'audit, dans un premier temps, technique de l'entonnoir, on va survoler un petit peu les différents éléments sans être dans l'entreprise. On ne se focalise pas sur les détails, on ne se focalise pas sur les points de l'entreprise, on fait une observation en général. Ensuite, on fera le même niveau d'audit, et vous allez d'ailleurs retrouver les mêmes intitulés de rubriques, à un niveau plus bas. Cette fois-ci, on est dans un petit aérodrome, on n'est plus du tout dans le gros Airbus, on est dans un petit avion, on est à environ 1000 mètres d'altitude, et là, on distingue de manière beaucoup plus précise eh bien, les maisons. Est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce qu'elles sont petites? Est-ce qu'elles ont un étage? Est-ce qu'elles ont un Velux sur le toit? Donc, on commence à s'approcher. Et puis, la dernière étape, c'est quand on est dans l'entreprise. Et là, cette fois-ci, on a quitté l'avion, on est véritablement au niveau du sol, et on observe, on dissèque l'ensemble des points tels qu'ils vous sont proposés dans ce guide. Voilà un petit peu ce qu'est la technique de l'entonnoir. On démarre sur du général, on arrive sur du sectoriel, et on rentre ensuite précisément dans l'entreprise pour définir ce qu'il y a d'intéressant, c'est cette petite goutte d'eau de vie telle qu'on retrouve encore dans les campagnes, où on démarre avec des litres et des litres de jus de fruits pour finir sur une goutte d'eau de vie. C'est cette expression même de votre travail de recherche, qui va nous pousser vers la problématique de l'entreprise, ce qu'il faut travailler et auditer. Voilà le dossier numéro 1, voilà pourquoi on le fait. Donc, vous allez maintenant pouvoir comprendre que lorsqu'on fait un audit, il y a deux grands types d'audits. Il y a l'audit de gestion. L'audit de gestion, eh bien, vous allez constater que dans l'entreprise, il y a, on va dire, plutôt des décisions structurelles. Des décisions structurelles à prendre, c'est réorganiser un service. C'est un audit de gestion. Et puis, deuxième type d'audit, c'est l'audit stratégique. On est sur des décisions conjoncturelles. Comprendre pourquoi il y a dysfonctionnement ou non dans l'entreprise, qu'est-ce que l'on peut faire de plus, comment aménager un plan marketing, là où nous sommes sur des décisions qui sont, cette fois-ci, des décisions conjoncturelles et qui vont conduire, qui vont donc amener pour vous des réponses, des préconisations qui pourront être tantôt sur la structure de l'entreprise et tantôt sur de la stratégie. Et bien maintenant, ça va être à vous de nous raconter l'histoire de l'entreprise et l'explication que vous allez nous en faire. Votre dossier, le dossier numéro 1, le dossier d'audit, va devoir comporter deux colonnes. Une colonne consacrée au constat et une colonne en face sur les préconisations. Vous l'avez compris, au premier semestre d'enseignement, nous ne travaillons que sur une seule des deux colonnes, celle des constats. Vous êtes à un niveau Bac+3, entrant en cette troisième année de formation. Nous ne sommes pas encore sur les préconisations et sur la prise de recul, sur la valeur ajoutée. Nous restons dans la dimension opérationnelle, mais par contre, une dimension opérationnelle de bon niveau et un travail de recherche pertinent. En premier lieu, eh bien, il nous faut comprendre quelle est l'entreprise. Vous allez nous présenter le contexte. Quelle est la situation de l'entreprise? Quel est son marché? Quel est son métier ou ses métiers? Ses domaines d'activité stratégiques, bien évidemment, tout ceci sont des mots qui vous parlent. Vous allez également expliquer pourquoi vous faites cet audit. Et pour cela, eh bien, je vous conseille de faire référence aux 7 règles d'or que vous trouvez dans le guide que j'ai rédigé à votre attention.
Règle d'or, bien évidemment, lorsqu'on fait un audit, il faut tout d'abord le faire accepter dans l'entreprise. C'est une commande, ça doit être une commande de l'entreprise. Premier travail, faites accepter la démarche d'audit auprès de votre entreprise et du coup, vous trouverez du sens et vous verrez que votre entreprise peut-être cherche à vérifier ses plans marketing, cherche peut-être à développer son business à l'étranger, pourquoi pas, ou d'autres éléments qui peuvent être, qui vont pouvoir faire l'écho de ces questionnements sur ces règles d'or. Une fois que vous avez fait ce travail de présentation, eh bien, nous entrons dans la partie de l'audit de l'environnement. Je vous faisais référence à l'avion, à 10 000 mètres d'altitude. Eh bien, dans cet esprit, la première grande difficulté pour vous, c'est d'avoir choisi une entreprise et un produit, et surtout de ne plus faire référence maintenant, dans la première partie, à ce produit. Les constats que vous allez effectuer sont des constats sur le macro-environnement. Il s'agit de la culture générale économique, la culture générale marketing, la culture générale géopolitique que vous devez avoir en étant des étudiants en école de commerce, des étudiants qui s'ouvrent sur le monde et sur ce qu'il se passe. Un directeur commercial, un directeur marketing, un gérant d'entreprise, un manager, un gestionnaire de projet doit connaître, pas parfaitement, mais en tous les cas doit avoir une vision globale de la situation économique, stratégique de notre monde aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, vous le verrez, vous avez des indications sur le guide avec des rubriques. Première rubrique, c'est 1.3, audit de l'environnement. Et on démarre avec le 1.3, point 1, étude du macro-environnement. Et une nouvelle sous-rubrique, grand A, les facteurs politiques et économiques. Bien évidemment, vous le voyez, les décisions politiques qui se prennent et surtout les conjonctures économiques entraînent pour les entreprises des variations, des changements de stratégie, des déploiements d'affaires qui sont plus ou moins modifiés par rapport aux règles. Il vous faut donc analyser ce qu'il se passe aujourd'hui. Dans un petit A, vous allez parler de l'internationalisation des marchés. Qu'est-ce que l'internationalisation des marchés? Définissez le terme, bien évidemment, et expliquez aujourd'hui quelles sont les grandes tendances et les grands enjeux de l'internationalisation des marchés. Pour faire simple, est-ce que nous allons vers plus d'internationalisation ou pas? Nous avons vécu des grandes périodes économiques, des grands cycles économiques, avec bien évidemment plus d'internationalisation, des délocalisations également. Et puis, aujourd'hui, est-ce que c'est encore quelque chose d'actualité? Nous avons vu des relocalisations. Internet a ouvert de nouveaux marchés. Le monde est un village. À vous d'exprimer tout cela, d'étudier, de constater qu'est-ce qu'il se passe. Bien évidemment, il ne suffira pas de nous raconter ça de manière littéraire. Vous devez étayer vos propos par des sources bibliographiques, par des graphiques que vous irez chercher sur l'INSEE, que vous irez chercher dans différents sites du gouvernement, de l'OCDE, etc., pour pouvoir exprimer de manière factuelle les évolutions et les grandes tendances. Le petit b, on peut voir que des marchés s'internationalisent, ce qui est le cas. Et petit b, on va voir si les entreprises, elles, s'internationalisent. Et comment est-ce qu'elles s'internationalisent, si tant est qu'elles le font? Je vais vous donner un exemple. J'illustre énormément mes propos. Il y a quelques décennies, alors bien évidemment, vous n'étiez pas nés, il y a quelques décennies, lorsque les gens voyageaient, dans chaque ville, les villes étaient strictement différentes. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, dépend de quel côté on se place, on constate que, où qu'on aille dans le monde, on a bien souvent un Zara qui est à côté d'un McDo et qui n'est pas très loin d'une autre grande enseigne internationale, quelle que soit la ville dans laquelle on se trouve. Eh bien, à vous d'exprimer à quoi correspondent ces séquences d'internationalisation de marché et d'entreprise. Le petit c, c'est l'intervention des pouvoirs publics. Alors certes, nous ne sommes pas dans un régime communiste. Et lorsqu'on parle d'intervention des pouvoirs publics, qu'est-ce que cela veut dire? Malgré tout, même s'il y a des grandes tendances, des engagements de l'État, de manière générale, sur l'économie, eh bien, l'État influe quand même énormément aujourd'hui sur la vie économique, en France, mais ailleurs également. Il y a bien évidemment la pression fiscale, et ça, l'actualité est particulièrement riche, quelle que soit la date à laquelle vous regardez cette vidéo, je peux vous dire que l'État a un rôle d'intervention sur l'économie, et par le biais de décisions
Ça peut être soit des crédits d'impôt, soit plus d'impôts, donc la fiscalité est un levier, mais ça peut être également des commandes de l'État, etc. L'intervention des pouvoirs publics doit être étudiée. Est-ce que nous sommes sur des tendances de désengagement ou non? Et puis, une partie qui est extrêmement intéressante, c'est le développement des crédits. Qu'est-ce qu'on entend par développement des crédits? Alors bien évidemment, il y a des crédits, lorsqu'on travaille sur une entreprise qui nous viennent à l'idée, c'est des crédits sur l'industrie. Mais ce que je vous demande à ce niveau, puisque nous ne sommes toujours pas dans l'entreprise, qu'à la limite, on ne sait toujours pas pour quelle entreprise et pour quel produit nous travaillons, c'est le développement du crédit et les grandes tendances. Il y a là aussi 15 ans, 20 ans, lorsque vos parents ont acheté un bien immobilier, s'ils sont propriétaires aujourd'hui, eh bien, les crédits qu'ils faisaient pour acheter leur bien immobilier étaient des crédits sur 10 à 15 ans, à peu près. Aujourd'hui, vous, en tant que jeune, peut-être certains d'entre vous commencent à regarder pour acheter dans un futur assez proche, eh bien, vous allez avoir des crédits qui vous sont proposés sur des durées de 25, voire de 30 ans. Quelles sont les incidences? Lorsqu'on achète un bien immobilier, il y a 20 ans, on a 25 ans, puisqu'on commence à travailler autour de 20 à 25 ans. C'est à peu près l'âge à laquelle vos parents ont dû commencer à travailler. À 25 ans, on prend un crédit pour 15 ans. Ce qui veut dire qu'à l'âge de 40 ans, eh bien, nous n'avons plus de crédit sur notre bien immobilier. Pour faire simple, à partir de 40 ans, on a une capacité financière qui va être supérieure, puisque plus de remboursement de crédit, plus de pouvoir d'achat. Demain, vous allez commencer à travailler un peu plus tard. Vous faites vos études de plus en plus tard, on rentre dans la vie active un peu plus tardivement, on achète un peu plus tardivement également de biens immobiliers, surtout de 30 ans. Et on a 25 ans de crédit à minima, ce qui fait 55 ans. D'un côté, à 40 ans, on a une capacité financière développée. De l'autre côté, à 55 ans, on a une capacité financière développée. Pendant ces 15 années, eh bien, c'est 15 années de pouvoir d'achat en moins par rapport à la génération précédente que vous allez devoir avoir. Sans tirer, bien évidemment, le signal d'alarme ou avoir une vision pessimiste des choses, c'est en tous les cas des données que les entreprises doivent avoir aujourd'hui. Des entreprises, notamment dans le tourisme, lorsque les gens voyagent, c'est lorsque tout le reste est payé. Eh bien, dans ce cas de figure, nous avons besoin de voir quelles sont les tendances sur les crédits, quelles sont les tendances sur les durées de crédit, sur les taux de crédit, et derrière, quelles peuvent être les incidences dans le moyen et le long terme pour les entreprises en matière de pouvoir d'achat et de financement, si les clients ont bien évidemment la classe d'âge que j'ai décrite tout à l'heure. Continuons dans notre cheminement vers les grandes tendances économiques et mondiales. L'évolution, la fluctuation des valeurs mobilières, les actions, les obligations. Quelle est l'évolution de la bourse? Alors, bien évidemment, la bourse, elle fluctue au quotidien. Néanmoins, il y a des grandes évolutions. Vous voyez, regardez sur un graphique les grandes tendances au niveau de l'évolution boursière, les grands cycles. On retrouve toujours les mêmes. Des crises, il y en a toujours eu. Des bulles spéculatives, il y en a toujours eu. Et ce qui change aujourd'hui, c'est la fréquence de ces grands cycles. Analysez un petit peu, essayez de comprendre ce qu'il se passe au niveau de l'économie et du coup, pourquoi aujourd'hui, lorsque l'on crée des entreprises, il est parfois plus difficile de faire des grandes fortunes familiales sur du long terme, comme c'était le cas, bien évidemment, il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on est sur du court terme, des fortunes rapides. Ceci s'explique par les bulles spéculatives, par les changements de marché, par ces fluctuations de ce qu'on appelle les valeurs mobilières. Donc regardez avec intérêt et dites-nous ce qu'il se passe aujourd'hui comme constat, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Étudiez ensuite les moyens de production. Quand on regarde les moyens de production dans les entreprises, on peut constater plein de choses. Je vais vous donner quelques exemples. Les moyens de production peuvent être aujourd'hui rassemblés dans des grandes entreprises par des zones géographiques. Et si vous avez l'occasion d'auditer des grandes multinationales comme Unilever, Procter & Gamble, eh bien vous constaterez qu'ils ont, dans des zones géographiques précises, des pays, ils ont installé certains de leurs services. La comptabilité de Procter & Gamble est gérée en Pologne, alors que le service informatique d'Unilever est basé en Turquie.
Ils ont spécialisé, ainsi, puisqu'ils sont installés de partout dans le monde, ils ont spécialisé des zones géographiques par rapport à des compétences clés, et les entreprises par rapport aussi, ne nous leurrons pas, à un coût de travail. Mais ce phénomène existait avant. Lorsqu'on prend l'économie un peu plus ancienne, on voit très bien que la France, à l'échelle de son territoire, avait des zones géographiques extrêmement bien déterminées. La région Rhône-Alpes a toujours été une région marquée par le textile. Le nord, c'était la sidérurgie, etc. Donc, ces moyens de production, tels qu'ils sont développés, eh bien, indiquent qu'il y a parfois des regroupements qui se font par entreprises sur des entreprises sur certains sites ou bien sur des zones géographiques en tant que telles. Quelles sont les incidences derrière au niveau de ces regroupements, et notamment vis-à-vis des clients, en termes de réactivité, en termes de disponibilité et de service. Le point suivant, c'est la politique de service, justement. Qu'est-ce que l'on trouve aujourd'hui comme politique des services d'une manière générale? Vendre un produit ne suffit plus. Prenez n'importe quel exemple de produit alimentaire. Regardez sur un paquet de biscuits. Tournez le paquet de biscuits dans tous les sens. Il est fort probable que vous découvrez sur le côté ou à l'arrière un numéro vert. Un numéro vert avec un service client. Pourtant, manger un biscuit, c'est bien compliqué. Pas besoin d'être assisté, ni pour ouvrir le paquet. Le service client, c'est des services associés. Et quand on vend un prix, on vend avec l'ensemble des services. Dans ce service client, on peut avoir des conseils d'un nutritionniste. On peut avoir des conseils, parfois, pour cuisiner le produit. On peut avoir également des conseils par rapport aux allergies. Eh bien, ceci, ça a un prix, et c'est ce qui va permettre de différencier, parce que les produits se ressemblent tous plus ou moins. Les marques investissent beaucoup sur les politiques de service. Rembourser un produit, le rembourser jusqu'à 10 fois la différence parfois, si c'est une question de différence de prix d'une enseigne à une autre. Mais c'est l'ensemble de ces dispositifs, d'avoir un emballage réutilisable ou pas. Donc, nous allons vous laisser regarder ce qu'il convient aujourd'hui d'analyser dans les entreprises, dans les marchés, comme services associés, comme politiques de service telles qu'elles sont rajoutées. Le point suivant de votre audit va parler de la communication. Quelles sont la communication, mais aussi bien dans les voies de communication que dans les moyens de communication. Les voies de communication, c'est ce qui transporte les marchandises. Quelles sont les grandes tendances? Il y a eu le tout camion, il faut encore plein de camions, il suffit de prendre sa voiture et d'être un petit peu sur une autoroute pour comprendre le poids du transport routier. Mais quelles sont les tendances pour demain? Le fret ferroviaire, notamment, les grands déplacements. Lorsqu'on parle de commerce, on voit bien que les produits naviguent énormément avant de revenir dans le lieu de consommation. Et puis les moyens de communication, c'est quels sont les moyens de communication, de télécommunication également, le terrestre, l'aérien, pour communiquer, envoyer des données. Vous êtes sur une génération où le cloud, c'est quelque chose qui vous parle. Eh bien aujourd'hui, ça fait partie des notions qui vont être à développer également dans ce point et évaluer les incidences, l'évolution des prix. Le poids du transport est très important dans un prix d'un produit. Eh bien, à vous de déterminer quelles sont les grandes tendances, les grands leviers pour les entreprises. Le point suivant, c'est la répartition de la valeur du produit. Un produit, c'est une valeur, c'est un prix. Comment est composé ce prix? Alors bien évidemment, à ce niveau de l'audit, nous ne sommes pas encore dans le produit. C'est donc en général, quels sont les grands blocs? Les grands blocs, il y a de la matière première, il y a de la masse salariale, du travail, il y a de la marge, et puis ensuite, lorsque le prix est étaissé, il y a de l'impôt société et de la TVA sur la fin. Eh bien, comment sont composés les prix et quelles sont là aussi les grandes tendances, les grandes évolutions? Pour faire simple, est-ce que les taux de TVA sont plutôt en train d'augmenter ou non? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années? Et quels sont là aussi les grands leviers? Ensuite, protectionnisme économique et sanctions. On le disait tout à l'heure, le pouvoir politique intervient de moins en moins dans la vie économique. Néanmoins, y a-t-il du protectionnisme? Si on prend un exemple concret, les États-Unis, grand pays économique, première puissance économique, grand pays libéral. C'est le pays où on intervient le moins dans la vie économique.
Néanmoins, c'est un pays qui fait beaucoup de protectionnisme. Demandez à nos producteurs de Roquefort. Les États-Unis ont donc mis en place des politiques de protectionnisme pour privilégier leurs entreprises, également pour pouvoir sanctionner parfois des autres pays qui n'auraient pas eu à un moment la même politique qu'eux. C'est un petit peu ce qui a pu se passer par le système d'embargo, soit sur certains produits, soit sur la totalité d'une économie. À vous là aussi de nous dire précisément ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit à l'échelle européenne, qui est une économie à part entière et qui est une économie atypique, et au niveau, bien évidemment, de notre planète. L'évolution démographique. L'évolution démographique, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. L'évolution démographique au sens large, c'est la pyramide des âges. Vous l'avez vu en terminale, vous en voyez une qui s'affiche ici sur votre écran. Eh bien, cette pyramide des âges, qu'est-ce qu'elle explique? Qu'est-ce qu'elle démontre? Bien évidemment, quelques grandes tendances. On vit de plus en plus vieux, on est de plus en plus nombreux. Le socle de la pyramide, ça veut dire les naissances, sont de plus en plus importants aussi. On le sait, la répartition géographique au niveau mondial va changer véritablement. Ça veut dire que demain, cela va engendrer des grandes questions géopolitiques, stratégiques. Lorsque le continent africain aura plus d'1 milliard de population, d'habitants, eh bien, comment faisons-nous pour nourrir cette population? Lorsque la Chine se développe, comment faisons-nous, là aussi, pour essayer de protéger l'environnement? Bref, toutes ces données géopolitiques, stratégiques, vont derrière avoir aussi des incidences sur les entreprises. Et puis, ça a des incidences sur les entreprises parce qu'on va pouvoir vendre de nouveaux produits, de nouveaux services. Lorsqu'une population vieillit, elle a besoin d'avoir de nouveaux produits qui n'existaient pas avant. Bien évidemment, alors faisons une caricature, mais la caricature permet de bien comprendre. Des prothèses auditives, jusque, pourquoi pas, aux couches pour adultes. Ce sont des domaines qui sont en train, bien évidemment, d'exploser avec le vieillissement de la population et puis les maisons de retraite médicalisées, le maintien à domicile, tout ce qui permet le maintien à domicile, lits médicalisés et autres, qui sont en pleine voie, là aussi, d'expansion dans les pays industrialisés. Après la courbe, la pyramide des âges, parlons maintenant de la durée de vie. Une entreprise, c'est un être vivant. Elle a donc une durée de vie. On dit qu'une entreprise, ça vit en moyenne 2-3 ans, c'est ce qu'on entend parfois. Vous allez d'ailleurs vérifier ce chiffre. Quelle est la durée de vie moyenne d'une entreprise? Certaines ont une durée de vie courte, d'autres ont une durée de vie, bien évidemment, très ancienne, et l'on voit assez régulièrement des entreprises qui existent, on voit marqué en dessous du nom, depuis 1800 et quelques, depuis 1900 et quelques. Ce sont des vraies entreprises familiales, des grandes entreprises. À vous de voir également quelle est la durée de vie des consommateurs, la durée de vie des utilisateurs. Je l'évoquais il y a quelques instants sur la vieillesse de la population. Mais lorsqu'on est sur des notions de durée de vie, eh bien, il y a des données qui peuvent être parfois assez intéressantes pour mieux comprendre un certain nombre de cas. Je le développerai tout à l'heure, lorsque l'on parlera de ce même niveau d'analyse, mais à un niveau de marché, et non plus sur l'ensemble de l'activité économique et des grandes tendances. Ensuite, quelle est la durée du travail? Vous entendez beaucoup parler, vous êtes une génération qui n'a connu que les 35 heures comme durée légale du temps de travail. Mais au niveau européen, au niveau mondial, combien de temps travaillons-nous d'un pays à l'autre? Est-ce une durée normale? Est-ce une durée légale? Est-ce la seule durée légale? Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est-à-dire, comment assimile-t-on le travail aujourd'hui par rapport à il y a quelques années? Quelle est l'évolution? Quelles sont là aussi les grandes tendances? Ceci va évidemment donner des notions d'organisation du temps de travail, donner des notions de marché, donner des notions sur la compétitivité des entreprises. Lorsque les 35 heures ont été mises en place, avec ce qui a été coutume d'appeler les fameux RTT, eh bien, bon nombre d'économies se sont développées à ce moment-là, des économies liées au tourisme, liées aux loisirs, parce que les Françaises et les Français avaient du temps devant eux. Aujourd'hui,
On entend beaucoup parler d'une remise en question de ces 35 heures, quel que soit le gouvernement en place d'ailleurs. Eh bien, quelles sont les tendances, quelles sont les évolutions? À vous de nous l'expliquer. Et puis la mobilité géographique, un point important. Qu'est-ce que la mobilité géographique? Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on parle de mobilité géographique? On parle d'entreprises qui sont souvent maintenant de grandes entreprises, qui travaillent en réseau, qui travaillent en groupe. L'Hydrac a 10 campus en France, 3 à l'étranger. La mobilité géographique des entreprises, est-ce que cela veut dire que demain, on peut plus facilement faire voyager ses collaborateurs? Est-ce que l'on a, du coup, si les entreprises le font, les consommateurs sont également des salariés. Donc, est-ce qu'on arrive à fidéliser nos consommateurs, nos clients, alors qu'ils bougent de plus en plus? Quelles sont les tendances liées à cette mobilité? Est-ce quelque chose de normal, de naturel? Est-ce que vous, quand vous serez demain en emploi, vous allez quitter votre région, votre bassin d'emploi actuel pour aller vers d'autres bassins d'emploi? Eh bien, ça aussi, ce sont des grandes tendances, des grands faits. Il suffit d'aller voir sur des chiffres comme ceux de l'INSEE. Pensez à vérifier vos sources sur l'INSEE, sur les sites gouvernementaux, sur tout un tas de documentation, et puis sur la presse, bien évidemment, auxquelles vous avez accès grâce à Factiva. La gestion des informations, enfin. Gestion des informations, c'est comment communique-t-on dans les entreprises? Quelle est la fiabilité de l'information? Est-ce que les entreprises, on parle beaucoup de veille, vous avez des cours pour cela, on parle beaucoup de veille, on parle beaucoup d'intelligence économique. Mais est-ce que l'information, parfois, n'est pas un peu tronquée? Est-ce que les entreprises ne font pas exprès d'envoyer de la mauvaise information? Imaginons sur des secteurs concurrentiels. Il est tellement simple d'envoyer une mauvaise information pour faire croire à un concurrent telle ou telle chose dans l'entreprise. Lorsque vous feuilletez les offres d'emploi, et certaines offres d'emploi dans des grands hebdomadaires, eh bien, on constate que certaines entreprises, en fait, ne recrutent pas vraiment. Mais elles le font parce que ça coûte moins cher qu'un encart publicitaire et ça permet de véhiculer une image positive de l'entreprise. Je suis une entreprise qui recrute, donc je suis une entreprise qui se développe et qui va plutôt bien. Voilà le signal que l'on souhaite envoyer à une entreprise concurrente ou à des consommateurs ou à des investisseurs lorsque l'on communique comme ceci. Souvent, bien évidemment, il y a une offre d'emploi à la clé. Mais parfois, il peut ne pas y avoir d'offre d'emploi. La fiabilité de l'information, c'est aujourd'hui une des clés essentielles de la vie des entreprises. Et puis, autre clé essentielle, aujourd'hui, on parle forcément de l'environnement. On parle des dépenses énergétiques, on parle de la consommation énergétique. Eh bien, est-ce que les tendances dans les entreprises sont bien évidemment suivent, on va dire, ces grandes données au niveau de l'énergie? Bien évidemment, une entreprise qui va faire de la baisse d'énergie au niveau de sa consommation, c'est tout d'abord pour des questions de coût, ne nous leurrons pas. Mais ensuite, c'est également pour communiquer positivement. Une entreprise verte, une entreprise responsable, une entreprise qui fait attention aux générations futures. Quelles sont les tendances, quels sont les grands chiffres, quels sont aujourd'hui les labels, les normes, les recommandations qui sont données et comment les gens communiquent? Eh bien, là aussi, allez faire des recherches et dites-nous ce qui se passe concrètement vis-à-vis de ces entreprises. Et puis enfin, le comportement des consommateurs. Le comportement, vous avez déjà étudié ça, mais un consommateur, ça fonctionne avec des freins et des motivations. Eh bien, quels sont les grands cycles, là aussi, de consommation? Comment quels sont les comportements d'achat? Quels sont les comportements de consommation? Car ce sont deux choses différentes. L'acheteur n'est pas forcément le consommateur. Quelles sont ensuite les pénuries? Est-ce qu'il y a des risques de pénurie? Il y a des matières premières où l'on sait très bien que nous ne sommes pas dans des ressources inépuisables. Quelles sont également les avancées technologiques qui vont pouvoir donner un petit peu de sens sur de nouvelles manières de travailler? Sur ces deux derniers points, les pénuries et les avancées technologiques, vous devrez faire le lien avec les pénuries de main-d'œuvre, les pénuries de salariés. Certains métiers aujourd'hui, alors que nous vivons une période de crise assez importante, avec un taux de chômage très important, certaines entreprises ont du mal à recruter des salariés. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de main-d'œuvre qualifiée. Eh bien, il y a des métiers en tension. À vous de voir si, dans les grandes tendances économiques, on retrouve cette notion de manière assez régulière. Vous avez vu le grand A, il convient maintenant de voir le grand B. Ce sont les facteurs institutionnels. Quittons l'économie,
Parlons de l'institution. Lorsque l'on traite un environnement global, on doit parler des risques de conflit. Et malheureusement, l'actualité, quel que soit là aussi le jour et l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo, l'actualité est toujours riche. Les conflits sont toujours importants. Ils sont même de plus en plus importants quelque part. Des conflits, bien évidemment, des conflits sociaux dans les entreprises. Il y a des risques de grève assez régulièrement, que ce soit sur le transport aérien, que ce soit sur des salariés de la sidérurgie ou autres. Il y a également des risques politiques parfois, même si nous sommes dans un pays où, heureusement, la politique est assez stable. Il y a parfois des risques importants de dissolution, de problèmes politiques. Et puis, il y a bien évidemment des risques liés au communautarisme. Risques qui peuvent engendrer derrière des complications pour des économies en matière de développement et de développement à l'international. Mais des problèmes de recrutement également. Des problèmes également de produits, de développement de produits. Dans certains pays, on ne peut pas développer tel produit parce qu'il peut être mal perçu, mal assimilé. Donc, à vous d'étudier là aussi quelles sont aujourd'hui ces tendances. L'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, on vit dans un pays qui a tellement de facettes différentes. On a connu un exode rural. Aujourd'hui, il est fréquent de voir, grâce aux nouvelles technologies, un retour vers la campagne. Et pourquoi un retour vers la campagne? Tout simplement parce que le télétravail le permet. On peut travailler depuis chez soi. La mobilité professionnelle existe dans le quotidien. Il n'est pas rare, si vous avez l'occasion d'être dans un aéroport ou dans une gare, de voir des gens qui travaillent. Moi-même, assez régulièrement, je suis sur un de vos campus, ou bien je suis dans une gare et je peux continuer de travailler et de gérer, bien évidemment, les dossiers. Voilà les premiers points des évolutions qu'on vous demande d'observer. Travaillons maintenant sur les évolutions sociétales. Bien évidemment, depuis plusieurs décennies, on voit bouger la société. On voit bouger la société de manière importante. Et dans l'économie, eh bien, cela se traduit par des changements de produits, par des changements de manière de communiquer sur les produits. Il y a ce que l'on appelle le niveau d'instruction. Imaginez-vous, aujourd'hui vous faites partie de cette génération Y, une génération connectée en permanence. Vous êtes né avec les ordinateurs, avec les téléphones, les smartphones, etc. Mais l'instruction, c'est-à-dire l'assimilation de la population pour comprendre comment imposer un produit dans la vie quotidienne. Eh bien, je vais vous donner deux exemples que vous connaissez tous. Le premier exemple, c'est le téléphone portable. Il y a autour des années 1990-15 à peu près, 1995, très peu de gens avaient un téléphone portable. Quand est-ce qu'on téléphonait? Et où est-ce qu'on téléphonait? On téléphonait à l'époque, demandez à vos parents, à vos grands-parents, on téléphonait le soir, chez soi, et on s'enfermait plutôt dans une pièce pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Pour faire simple, on avait besoin d'être isolé. On avait besoin de ne pas être perturbé par des bruits externes, et on avait besoin d'avoir un minimum de confidentialité. On n'avait pas envie de raconter sa vie à tout le monde. Aujourd'hui, un téléphone, on l'utilise presque même dans les salles de classe. On l'utilise dans les transports en commun, on l'utilise dans la rue, on l'utilise un petit peu de partout. On n'est ni gêné par le bruit à l'extérieur, ni même on se soucie de savoir si notre communication est confidentielle ou pas. Comment sommes-nous passés d'une génération qui téléphonait fermée à une génération qui téléphone aujourd'hui dans l'utilisation à l'extérieur? Eh bien, on a habitué le consommateur. On l'a éduqué, on l'a instruit, tout simplement. On l'a éduqué dans les années 90, donc à partir des années 97, 98, les anciennes cabines téléphoniques, dont on voit encore quelques vestiges parfois, avec une porte qui se ferme, ont été remplacées par des espèces d'œufs qui permettaient en fait de téléphoner toujours, mais dans un environnement bruyant. France Télécom, à l'époque, l'ancien nom d'Orange, avait mis en place ce dispositif
pour habituer progressivement les futurs utilisateurs de téléphone portable à enlever un frein au téléphone portable qui était de communiquer n'importe où. Le succès, évidemment, a été présent, puisqu'aujourd'hui, on n'imagine plus d'aller s'enfermer dans une pièce pour aller passer une communication téléphonique. Le deuxième exemple, c'est un produit de grande consommation, que vous connaissez toutes et tous. Le yaourt à boire, Yop, de Yoplait. Lorsque ce produit a été lancé, il a mis un temps fou à se développer. Pourquoi? Parce que là aussi, on changeait véritablement de manière d'utiliser un produit, et on est passé d'une époque où le yaourt était un produit en pot, avec une petite cuillère, à un produit où on le boit et presque même on le partage. Bien évidemment, cette mutation dans l'utilisation a dû se faire avec beaucoup d'éducation. La publicité apporte cette éducation en mettant le produit en scène. Cette mise en scène de produits dans les publicités, jusqu'à lever les ultimes freins, peut-être vous souvenez-vous de la publicité « T'as craché dans mon Yop », c'était enlever l'ultime frein qui était le partage du pot de la bouteille de Yop en famille. Eh bien, cette notion d'éducation du consommateur est primordiale. On ne peut pas lancer un nouveau produit, un nouveau concept, sans éduquer à minima les gens, sans leur montrer comment on utilise un produit et comment lever les freins. Pensez toujours à ces deux exemples. Lever les freins au niveau du son lorsque l'on téléphone, lever les freins pour boire un yaourt par rapport à la consommation telle qu'elle était avant. Et puis pensez aussi aux changements liés à la structure même de la population. L'émancipation de la femme, bien évidemment, l'émancipation des jeunes, le poids des seniors, émancipation de la femme, les clichés anciens. Si vous avez l'occasion, allez sur le site de l'INA, c'est les archives de l'audiovisuel. Vous verrez des publicités qui montrent l'évolution des produits et l'évolution des modes de consommation de manière extrêmement ludique, puisque ce sont des exemples concrets. Il y a quelques années, lorsqu'on voulait communiquer sur un 4x4, bien évidemment, on mettait en scène plutôt un homme, bien évidemment, un jeune cadre dynamique, plutôt bien réussi dans la vie, et qui pouvait se payer un 4x4. Et lorsqu'on mettait en scène une petite voiture citadine, eh ben, c'était plutôt la femme qui faisait des courses. Aujourd'hui, il est fréquent de voir des publicités avec des femmes qui conduisent des 4x4 et des hommes qui conduisent des citadines, parce que les changements au niveau des modes de consommation entraînent bien évidemment des changements profonds dans la décision d'achat et dans la manière dont on va utiliser les produits. Et puis enfin, une tendance qui est importante, vous avez sans doute, puisque vous faites partie aussi de cette génération, vous avez fait enrager vos parents, la génération des enfants rois, des enfants qui décident. C'est pour cela que les produits disposent de tout un tas de moyens pour rattacher leur marque à des personnages de bande dessinée, à des personnages de dessins animés, à des personnages plutôt tournés vers les jeunes, de manière à faire acheter les produits et de donner un rôle de décideur économique aux enfants. Là aussi, ce sont des tendances qui sont à voir, à observer. Et puis enfin, les tendances sur les modes unisexes. De plus en plus de produits, là aussi, sont aujourd'hui aussi bien valables pour les femmes que pour les hommes, que ce soit dans la mode ou que ce soit, je vous évoquais tout à l'heure, des produits tels que les voitures. Donc, regardez tous les changements de cette société. C'est ce qui nous permet de pouvoir déterminer des évolutions stratégiques, des évolutions marketing, des manières de consommer, de communiquer auprès des entreprises, auprès de nos clients qui seront bien évidemment différents. L'évolution des organisations. Qu'est-ce qu'une organisation? Il y a plein d'organisations. Il y a les organisations politiques. Quelles sont les évolutions, les tendances en matière de loi, en matière de réglementation? Quelles sont les représentations dans le domaine du travail, les syndicats professionnels, les syndicats patronaux, les syndicats de salariés? Quels sont leurs rôles? Quels sont leurs pouvoirs? Est-ce qu'ils sont véritablement représentatifs? Est-ce qu'ils sont là pour être des minorités de blocage? Est-ce qu'ils ont un rôle consultatif? Est-ce qu'ils s'impliquent? Et puis également sur la santé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un grand thème qui existe, qui est le principe de précaution. On est de plus en plus dans un principe de précaution. Dès qu'on lance un produit, est-ce qu'il est véritablement sain pour la population à moyen terme, à long terme?
Quelles seront là aussi derrière les conditions de son expansion, que ce soit sur un territoire national, local, national ou international. Quelles sont enfin les tendances, les modes? Les tendances et les modes qui vont derrière avoir une influence sur les entreprises. Qu'est-ce qui va permettre de le modifier parfois pour créer de nouveaux marchés? Nous sommes sur un modèle économique aujourd'hui plutôt tourné vers du jetable. Si vous avez l'occasion d'aller dans des vides-greniers, vous verrez que tout un tas de produits qui ne sont pas très anciens, qui fonctionnent très bien, sont mis en vente parce que nous sommes dans une société de consommation et de surconsommation. Ah, bien évidemment, si on se met à la place d'une entreprise, c'est véritablement positif car le taux de renouvellement des produits est important et c'est ce qui permet d'avoir de l'activité économique. Mais quelles sont là aussi les grandes tendances? Et là aussi, toujours pour faire des images et des parallèles, demandez à vos grands-parents, demandez à vos parents. À l'époque, on changeait la télé quand elle était cassée. Aujourd'hui, on change la télé parce que la technologie a changé un petit peu ou parce qu'il va y avoir une nouvelle Coupe du Monde de football et qu'il nous faut un écran encore un peu plus plat, encore un peu plus grand ou avec une nouvelle fonction qu'il n'y avait pas auparavant. Eh bien, ça aussi, ce sont des modes de consommation différents. On crée des modes, on crée de l'obsolescence, réelle ou virtuelle, pour permettre de changements. J'ai parlé de la télévision, bien évidemment. Regardez tous dans votre poche, vous avez un téléphone portable et vous l'avez remplacé bien avant que le précédent soit cassé. Ça aussi, ce sont des effets de mode qui sont gérés, qui sont structurés. Enfin, les délits. Dans les entreprises, il y a des délits. Il y a des difficultés parfois. Qu'est-ce que l'on va trouver comme difficulté? On va trouver la contrefaçon. La contrefaçon, c'est un délit important qui impacte bien évidemment l'entreprise. Maintenant, à vous de traiter les choses de manière intelligente. Qu'est-ce que la contrefaçon réellement? Et quelles sont les incidences réelles sur les entreprises? Lorsqu'on s'appelle Michelin et qu'on est contrefait avec des faux pneus Michelin, qui peuvent avoir derrière une incidence sur la sécurité routière des automobilistes, bien évidemment, c'est un problème grave. Lorsqu'on s'appelle Louis Vuitton et qu'on est contrefait sur un sac et que le consommateur a acheté ce sac sur le marché de Vintimille ou sur la plage l'été dernier, sauf à ce que le consommateur soit totalement demeuré, il savait très bien qu'en achetant un sac Vuitton sur un marché à Vintimille ou sur une plage, eh bien, ça ne pouvait pas être un vrai. Cela dit, est-ce que ce consommateur aurait acheté un vrai sac Vuitton 100 fois plus cher dans une boutique? Sans doute non, parce que ce n'est pas la cible de Louis Vuitton. Pour faire simple, si vous avez les moyens, vous allez dans une vraie boutique. Au contraire même, la contrefaçon peut avoir un aspect positif parfois. Je me veux provocateur. Lorsqu'on s'appelle Vuitton, d'avoir des produits contrefaits qui vont donc circuler assez facilement dans la population, eh bien ça permet aussi de désacraliser une marque. Ça permet aussi de la rendre beaucoup plus accessible et du coup d'amener un certain nombre de clients qui n'auraient peut-être pas acheté Vuitton, eh bien ces clients qui vont épargner un petit peu plus et qui vont à un moment franchir la porte d'un magasin Vuitton pour aller acheter un sac et eux par contre un vrai sac parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. Donc ça permet de démocratiser aussi parfois. Regardez un petit peu sur la contrefaçon ce qu'il en est. Et puis il y a d'autres délits dans les entreprises. Le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est connaître une manipulation qui va faire évoluer l'action boursière. On le sait à l'avance, on demande à des gens d'acheter des actions boursières et on va gagner de l'argent sur une plus-value rapide. L'espionnage industriel, bien évidemment. Il y a quelques années, on l'a vécu, des entreprises internationales qui faisaient venir en France des étudiants étrangers pour faire des stages dans les entreprises et pendant les stages, eh bien, des photos étaient prises, des vidéos, des documents étaient récupérés. Donc, l'espionnage industriel existe et on ne parle pas toujours de James Bond, on est juste dans du concret et du simple. La corruption, bien évidemment, là aussi, ce sont des domaines qui existent dans les entreprises. Les ententes, des entreprises qui répondent à des appels d'offres. Une entreprise dit à une autre, tu répondras tel prix sur tel marché et je te le laisse,
Par contre, tel marché répond un peu plus cher pour que je puisse l'avoir. C'est un partage, c'est des ententes qui se font dans les entreprises et qui parfois eh bien, aussi viennent nuire à l'activité économique en tant que telle. Et puis enfin, le travail au noir et la débauche de personnel. Ce sont des domaines, sans être des délits en tant que tels, pas pour le travail au noir, mais pour la débauche de personnel, ce sont des délits qui doivent être observés. Enfin, le lobbying, et je terminerai par là sur cette partie. Le lobbying, eh bien, quels sont les moyens d'action? Vous avez très régulièrement des reportages sur les lobbyistes, qui ont le nom un petit peu plus politique de responsables institutionnels ou chargés de relations institutionnelles. Ce sont en fait des gens qui sont recrutés dans les entreprises pour aller voir des hommes politiques, principalement, que ce soit au niveau national, pour faire simple, nos parlementaires qui font les lois, et créer des amendements pour créer derrière des marchés nouveaux pour les entreprises. Ce sont également des gens qui vont voir dans les conseils régionaux, les conseils généraux ou les communes, les politiques, pour là aussi eh bien, se rappeler à leurs bons souvenirs et dire qu'il serait peut-être opportun de créer telle ou telle activité ou tel service, bien évidemment, activité ou service que l'entreprise employeur réalise. Voilà ce qu'est le lobbying. Maintenant que nous avons vu ce premier niveau d'analyse, au niveau politique et économique dans un premier temps, institutionnel dans un deuxième temps, vous avez vu que nous n'étions toujours pas dans l'entreprise, eh bien vous allez me faire une petite synthèse. Une petite synthèse, il y a un outil très simple que vous maîtrisez maintenant parfaitement bien, qui est un pestel. Un petit tableau Pesteles, on rajoutera un S, qui reprendra les principales menaces et les trois principales opportunités. Trois principales menaces, trois principales opportunités sur les différents points. Le politique, l'économique, le sociologique, le technologique, l'écologique, le législatif et sur la santé, les aspects qui sont aujourd'hui très importants dans les entreprises. Vous nous donnez les principales menaces, quelles que soient les entreprises. On est toujours à 10 000 mètres d'altitude. On ne voit toujours pas l'entreprise, mais le constat, cette culture générale économique, c'est une base solide que vous devez avoir comme étudiant de troisième année pour alimenter non seulement ce dossier, mais pour alimenter demain vos études de cas, vos travaux professionnels ou tout simplement vos recherches dans votre vie professionnelle à venir. Maintenant, nous descendons, nous quittons le gros porteur. On descend beaucoup plus bas. Nous sommes dans l'entonnoir et non plus en surface. Et nous allons refaire exactement ces mêmes travaux, ce même cheminement, mais à un niveau du marché, au niveau du marché. C'est l'environnement même de l'entreprise. 1.4, l'audit du marché. Quelle est la situation et le climat concurrentiel vis-à-vis de l'entreprise? Ça y est, enfin, on parle de l'entreprise. Quels sont ses concurrents? Quelle est la position dans le marché et dans l'environnement concurrentiel? Quel est aussi, et vous allez devoir le décrire, le cycle de vie du marché? Mais attention, ne faites pas comme la plupart des étudiants, moteur de recherche, Google, images, cycle de vie du marché ou du produit, et ne me reproduisez pas la courbe type. Ce qui m'intéresse, c'est la courbe de votre marché. Ensuite, qui sont les acteurs? Dans chaque marché, il y a des acteurs. Il y a évidemment les concurrents, mais il y a les consommateurs, il y a les fournisseurs, il y a parfois des prescripteurs. Donc, qui sont les acteurs? Quels sont leurs rôles? Et quels sont leurs comportements stratégiques? Et quels sont les facteurs clés de succès de votre marché? Comment se comportent les concurrents? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser comme atout? Et puis ensuite, vous reprenez chacun des points de la partie 1, sauf qu'au lieu d'avoir une analyse globale et de nous dire voilà ce qui se passe dans le monde au niveau du protectionnisme, voilà ce qui se passe dans le monde au niveau de la politique de service, voilà ce qui se passe dans le monde au niveau des moyens de production, des outils de communication, de la valeur du produit, etc. Bref, de tous les points qu'on a vus jusqu'à présent, vous nous faites le même déroulé en suivant le guide qui vous a été remis. Vous nous faites le même déroulé, mais uniquement sur le marché. Quelle est la politique de service sur ce marché-là? Quels sont les moyens de production sur ce marché? Quelle est l'évolution démographique sur ce marché? Tenez quelques exemples comme ça pour vous aider à mieux comprendre le niveau d'analyse.
Lorsqu'on parle d'évolution démographique ou de durée de vie, si l'on travaille pour Pampers sur les couches, celles qui sont comme des slips, ça veut dire, pour faire simple, ce sont des couches pour des enfants en âge de marcher, mais pas encore propres. Eh bien, figurez-vous que le chiffre le plus important à donner dans cette rubrique, c'est l'âge moyen de la propreté d'un enfant. Parce que cela va nous donner, et l'âge moyen de la marche d'un enfant. Cela va nous donner l'évolution de notre produit, la population cible, et du coup, comment on doit adapter notre produit. Si, bien évidemment, vous verrez que ces deux chiffres sont parfois un peu ramassés, c'est pour cela que ça ne sert à rien de faire des couches de ce style-là pour des enfants de plus de 20 kg. À 20 kg, bien évidemment, on est déjà complètement autonome normalement. Donc, vous voyez un petit peu les chiffres qu'il va falloir présenter dans cette rubrique, c'est par rapport à vos propres consommateurs. Eh bien, retrouver des indicateurs qui vont nous permettre d'analyser un marché. Lorsque l'on est sur des personnes plus âgées, là encore pour que vous compreniez bien, quel est l'âge moyen à laquelle la population va perdre un peu l'audition? Pour savoir, si on travaille pour Audica par exemple, eh bien, quel est son marché? Quelle est la pertinence, la population cible de ce marché? Voilà les indicateurs que vous trouvez et sur l'ensemble des sites et des bases de données, vous arriverez à faire des recherches très poussées là-dessus. Voilà un petit peu donc niveau par niveau, vous allez arriver jusqu'à un petit point T, puisque les autres sont les mêmes, je ne les reproduirai donc pas, mais un petit point T sur les prescripteurs. Il y a différents prescripteurs. Quels sont ces prescripteurs? Des prescripteurs, bien évidemment, pensez prescription médicale. Un médecin ne vous vend aucun médicament, il vous dit simplement ce qu'il faut prendre. L'IDRAC, lorsqu'on vous recommande de manière un petit peu ferme, voire même obligée, à acheter un livre, un ouvrage. Nous sommes des prescripteurs. Nous vous recommandons telle édition de tel ouvrage. Eh bien, quels sont les prescripteurs dans votre marché? Mais quels sont également, un peu plus largement, les leaders d'opinion? Et recherchez là aussi si dans votre marché, il n'y a-t-il pas eu de grandes personnalités qui, à un moment donné, ont dopé des ventes d'un produit, soit à leur insu, parfois, soit de manière très volontaire pour aider une marque naissante. Marque naissante, c'est le cas de certaines stars qui, à la télévision, vont passer avec un polo ou avec un sweat d'une marque parce qu'ils connaissent un jeune designer qui vient de se lancer et qui, du coup, vont donner une audience, un éclairage qui va permettre de développer les ventes, parfois à leur insu. Pensons à notre président de la République, François Hollande, qui a dopé les ventes de casques de scooters il y a quelque temps, puisque l'entreprise française qui faisait ces casques a bien évidemment eu des ventes qui ont augmenté. Donc, voilà comment vous devez trouver un petit peu quels sont les leaders d'opinion, les prescripteurs. Et le 1.5, c'est le lien entre l'externe, puisque là nous sommes toujours dans l'externe de l'entreprise, même si on vient d'arriver dans son marché, et l'interne. C'est le système d'information. Il est au cœur de tout. Ce système d'information, comment il fonctionne dans votre entreprise? Et vous voyez pourquoi c'est le lien et la transition avec la partie qui va suivre, qui est l'entreprise en tant que telle. L'audit système d'information, c'est comment on collecte l'information et comment on la diffuse en interne. 2, c'est comment on envoie de l'information interne vers l'externe. En gros, comment on communique. Et puis 3, comment on traite l'information dans l'entreprise. Pensez aux outils de CRM, pensez aux serveurs, comment on protège les informations. Allez sur Internet, regardez aujourd'hui tout ce qui existe au niveau de la protection des données. Là aussi, l'actualité est extrêmement riche. Lorsque des serveurs sont piratés, eh bien, ça impacte immédiatement l'économie et les entreprises. Une fois que vous avez fait cet audit, eh bien, vous nous faites une petite synthèse. Une synthèse du diagnostic externe. Nous avons fini l'entonnoir, on a vu le marché, on a vu l'activité économique dans sa globalité, on a vu le marché en particulier. Eh bien, vous ferez un rappel, une synthèse avec où vous en êtes de votre travail. Et ça sera donc
une espèce de conclusion intermédiaire à l'ensemble de vos travaux de recherche. Eh bien, nous voici enfin dans le produit. Vous me direz, avec un peu de frustration, jusqu'à présent, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait de gros travaux de recherche, mais on n'a pas encore bien étudié le produit. C'est normal, on avait une vision globale, une vision sectorielle sur le marché. Déjà là, il fallait bien évidemment avoir son entreprise. Et maintenant, on arrive dans l'entreprise et dans le produit. Quand on choisit un produit, attention, nous sommes très précis. Nous prenons un produit et un seul dans l'entreprise. Par exemple, la banane Chiquita. Chiquita, c'est une marque de banane qui a un calibrage un peu particulier, etc. C'est une entreprise américaine qui est très implantée en France. Lorsque l'on prend une bouteille d'eau d'Évian, il faut choisir quelle bouteille d'eau? 50 centilitres. Alors pourquoi on va choisir? Parce que celle de 50 centilitres en plastique n'a pas la même utilité que celle de 1,5 litre en plastique ou en verre. En verre, ça sera pour les restaurants ou les cafés. Bref, soyez extrêmement précis sur le produit que vous allez choisir. Un modèle de véhicule automobile. Ça peut être un iPhone, un appareil électronique. Si c'est l'iPhone 5, c'est l'iPhone 5S, c'est l'iPhone 5C, c'est l'iPhone 6. Quel est le produit en face? Quelle est sa capacité de mémoire pour qu'on puisse bien évidemment l'étudier et disséquer et comprendre son cycle de vie complètement. Alors, la grande partie 2, puisque maintenant on a vu tout ce qui était en dehors de l'entreprise, c'est la partie interne, le diagnostic interne. Dans un 2.1, vous allez présenter le contexte. Quel est le cadre de l'audit? On fait un petit rappel sur le cadre de l'audit parce qu'on a pu s'éloigner un petit peu de la commande initiale. Quelles sont les spécificités du secteur d'activité? Et puis, quelle est la situation économique de l'entreprise, son statut? Quelle est la situation juridique de l'entreprise? Quelle est la position de l'entreprise dans son cycle de vie? Est-ce que c'est une entreprise naissante? Est-ce que c'est une entreprise en pleine activité? Est-ce que c'est une entreprise en déclin? Vous reviendrez sur les objectifs de l'audit. Là aussi, pour mes mots, rappel des 7 règles d'or de l'audit. Quelle est la commande qui vous a été passée en accord avec l'entreprise? Donc, quels sont vos objectifs diagnostiques? Et puis enfin, nous entrons dans le diagnostic général. On démarre là aussi sur l'entreprise, on la connaît peu, vous maintenant, vous la connaissez bien, mais sinon on la connaît peu. Un historique de la structure est essentiel avec les dates clés. Pas la peine de nous mettre les 12 pages que vous trouvez sur Internet. Les 5 ou 6 principales dates nous suffiront amplement à comprendre l'évolution de l'entreprise. Nous voulons également l'évolution géographique de l'influence. Qu'est-ce que l'évolution géographique de l'influence? Ça peut être traité par un graphique. Si c'est une entreprise qui a un niveau national, eh bien, on imagine un graphique, une carte de France, avec, au début de l'activité, une entreprise plutôt régionale, suivie d'un développement national un peu plus important, et pourquoi pas ensuite un développement européen. Il suffit sur la même carte de mettre des couleurs, des nuancés de couleurs différents pour montrer l'influence géographique de votre entreprise. Ensuite, l'évolution de la répartition du capital. Ça nous permettra de voir aussi, au fil du temps, quand est-ce qu'il y a eu des apports financiers par des investisseurs, par des banques ou par des partenaires. Et puis enfin, quel est le projet de l'entreprise? Une entreprise, elle a des projets. Quel est son projet en tant que tel? Évidemment, gagner de l'argent, sinon elle ne vit pas. Mais en dehors de cette règle simple, quel est le véritable projet de l'entreprise? Lorsque l'on entend quelqu'un comme Bruno Bonnell, qui a été le président et le directeur d'Infogrames, puis d'Atari, eh bien, Bruno Bonnell aujourd'hui a comme projet dans son entreprise de robots, eh bien, de simplifier la vie des gens. Voilà un projet. C'est pas qu'un slogan, c'est un véritable projet. Eh bien, quel est le projet de l'entreprise? On en parlera tout à l'heure avec les valeurs, parce que quelque part, ça, on retrouve aussi ça dans les valeurs. Quels sont les objectifs de l'entreprise? Un objectif économique. Est-ce que l'objectif de l'entreprise à court terme, c'est d'augmenter le nombre de clients? Est-ce que c'est d'augmenter ses parts de marché? Est-ce que c'est d'augmenter le nombre de salariés, de collaborateurs, d'embauches? Est-ce que c'est d'augmenter son chiffre d'affaires? Bref, quels sont ces objectifs quantitatifs et quels sont ces objectifs qualitatifs? Qualitatif, c'est peut-être d'avoir le même chiffre d'affaires mais avec plus de rentabilité. C'est peut-être d'avoir des labels supplémentaires. Une entreprise, lorsqu'elle va chercher des nouvelles normes, des nouvelles catégories de reconnaissance, eh bien, elle va chercher des labels, c'est à ce moment-là du qualitatif. Maintenant, petit c, quelles sont les valeurs de l'entreprise?
c'est les valeurs véhiculées par l'entreprise. Lorsqu'on pense à une entreprise, et vous le verrez dans le guide d'ailleurs d'entretien que je vous demande de remplir, je vous demande de comparer une entreprise avec un animal, avec une ville. Parce qu'un animal et une ville, ça a aussi des valeurs, ça a aussi des symboles. Et le symbolisme est important, y compris en économie, pour, là encore, bien comprendre et donner du sens à ce que vous nous écrivez. Donc, quelles sont les valeurs véhiculées par l'entreprise en termes d'engagement? Ça peut être des valeurs tournées autour de l'humanisme, ça peut être des valeurs tournées autour de l'écologie, ça peut être des valeurs sociales, sociétales. Quels sont les rites de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a des coutumes? Est-ce qu'elle a des tabous? Et quelle est l'organisation structurelle de l'entreprise? C'est-à-dire, comment est-elle organisée? Est-ce que l'évolution est en adéquation avec la stratégie? Pour faire simple, une entreprise qui se développe à l'international, est-ce qu'elle a un organigramme aussi qui correspond à une organisation d'une entreprise internationale? Le 2.4, c'est l'approche fonctionnelle. Quelle est l'évolution qualitative et quantitative de l'effectif? Vous voyez, on est vraiment dans l'entreprise. On a besoin d'avoir des tableaux, pas la peine de littérature dans cette partie, des tableaux d'évolution, des graphiques, nombre de salariés, climat social, aller faire des recherches sur Factiva au niveau de la presse pour voir s'il y a eu des conflits sociaux dans cette entreprise, voir quelle est l'activité des syndicats. Dans une grande entreprise, il y a des syndicats, et ces syndicats, parfois, ont des sites, ou en tous les cas, si vous êtes dans l'entreprise ou si vous avez possibilité d'y aller, regardez les panneaux d'affichage des syndicats, et vous verrez là aussi des éléments qui peuvent parfois traduire la situation et le climat social dans l'entreprise. Quelles sont les attentes des salariés? Les attentes en matière d'évolution, en matière de formation, les attentes en matière d'augmentation salariale, pourquoi pas? Donc, quelles sont les attentes de l'entreprise? Peut-être c'est tout simplement d'aller toujours au travail avec le sourire. C'est bien évidemment de l'enthousiasme. C'est également quel est le patrimoine de l'entreprise. Regardez le bilan. Un bilan, un compte de résultats. Alors vous me direz, comme beaucoup d'étudiants, on n'arrive pas à avoir ces infos. Allez sur société.com, allez sur Xerfi, allez sur Diane, allez sur Astrée, et vous aurez ces informations. Si l'entreprise est cotée en bourse, petite indication, vous devez retrouver les informations chiffrées, c'est une obligation. Le site du journal leséchos.fr regroupe l'ensemble des rapports d'activité des entreprises qui sont cotées en bourse. Donc, allez sur le site leséchos.fr, allez sur le site des entreprises en question. À partir du moment où il y a des actionnaires publics, et on peut être actionnaire avec une seule action, on doit pouvoir récupérer sur les sites de l'entreprise le rapport d'activité, qui est un rapport à la fois quali et quanti, ça veut dire les finances, mais surtout la stratégie de l'entreprise et un bilan, une photographie à l'instant T de l'activité de l'entreprise. Donc vous allez regarder dans le bilan quel est le patrimoine de l'entreprise, vous allez regarder quel est son fonds de roulement, et puis vous allez regarder les ratios financiers. Pour cela, faites confiance à vos cours de gestion, reprenez vos cours de comptabilité. Si vous avez des doutes, allez sur Cyberlibris, vous regardez notamment des ouvrages de simplification au niveau des cours. Je pense à la boîte à outils de la comptabilité, par exemple, aux éditions Duno, qui vous expliquera comment traduire un bilan et un compte de résultats. Et dans les comptes de résultats, vous avez de manière développée et détaillée les ratios. Eh bien, étudiez les ratios financiers, étudiez la répartition des résultats entre les dividendes aux actionnaires, la participation, pourquoi pas aux salariés, ce qui est réinvesti. Calculez le BFR, on le sait, c'est quelque chose qui vous passionne pas, pourtant il faut savoir le faire lorsqu'on a un bac+3, quelle est la rentabilité d'entreprise et l'analyse de la situation de la gestion financière. Maintenant, grand 3. On a vu la structure de l'entreprise. On va regarder comment ça se passe au niveau commercial. Quelle est la part du budget consacrée aux études de marché? Comment peut-on développer des plans stratégiques si on ne fait pas d'études de marché? Donc, quelle est la part, en valeur ou en volume, consacrée aux études de marché? Est-ce que les études de marché sont faites en interne? Est-ce qu'il y a des services marketing? Est-ce qu'il y a des services études? Ou est-ce que c'est fait en externe? Est-ce que l'on fait appel à des prestataires, à des conseils? Est-ce que l'on prend des décisions suite à ces études? Vous savez, en France, on a une grande spécialité quand on est chef d'entreprise. On va faire des études pour se rassurer. Et on attend que l'étude soit extrêmement favorable, en gros que l'étude dise ce qu'on avait envie de dire, pour la communiquer aux salariés en disant « vous avez vu qu'on prend la bonne décision ». Dans une culture anglo-saxonne, quand on fait une étude,
quand on décide de faire une étude de marché, qu'on prend un conseil extérieur, on va rechercher la pertinence de la préconisation. Et à partir de ce moment-là, si on demande à un prestataire de faire une étude, c'est parce que derrière, on va appliquer avec force et détermination les recommandations. Donc, quelle suite on donne aux études, quelles décisions on prend, comment on contrôle ces décisions, reprenez le petit graphique du début, et qui s'affiche encore sur cet écran. Regardez également quels sont les contrôles, et ensuite comment on analyse, comment l'information circule, et quelle est sa mise à jour. Une information dans un monde qui bouge et qui change de manière très rapide, l'information, elle est permanente, ça veut dire que la mise à jour est également permanente. Ensuite, quel est le positionnement de l'entreprise vis-à-vis de l'évolution des tendances? Est-ce qu'elle est réticente ou est-ce qu'elle suit les évolutions de tendance? Est-ce qu'elle est précurseur? Est-ce que c'est elle qui initie les évolutions de tendance? Quelle est l'évolution que l'on peut réaliser en termes de positionnement par rapport à la rentabilité, à l'attractivité, à la compétitivité de l'entreprise? Quelle est la stratégie commerciale? Est-ce qu'on est dans des stratégies marketing uniques? Est-ce qu'on est dans des stratégies marketing différenciées? Faites référence à vos cours. Allez là aussi sur Cyberlibris, la boîte à outils du responsable marketing, ce coup-ci, aux éditions Duno. Relisez le Kotler, lisez le Kotler, qui va vous donner l'ensemble des points. Relisez vos cours, voyez avec vos intervenants quelle est la stratégie donc commerciale. Est-ce qu'il y a un plan marketing? Quelles sont les procédures liées sur ce plan marketing qui est responsable de l'application, c'est-à-dire qui doit rendre des comptes auprès de l'entreprise? Tout ceci sont des informations bien évidemment importantes. Et enfin, on est dans le domaine commercial. Donc, comment est composé le portefeuille client? Est-ce que ce sont plein de petites entreprises? Est-ce qu'il n'y a que quelques clients? Est-ce que ce sont des grosses entreprises? Est-ce que les clients sont fidèles? Est-ce qu'il y a une fréquence d'achat? Quelle est la fréquence d'achat? Et est-ce qu'il y a un service client? Voilà ce que vous devez développer comme audit pour la partie commerciale. Poursuivons maintenant notre audit. Nous avons parlé du diagnostic commercial au niveau analytique et au niveau stratégique. Parlons maintenant du niveau du marketing mix. Là aussi, ce sont des termes qui vous parlent. Nous sommes dans les 4P. Premier audit, l'audit du produit. Vous allez réaliser, tel que vous le voyez s'afficher ici, une carte perceptuelle, une carte de positionnement perceptuel. Vous allez choisir 2 axes. Et sur ces 2 axes, eh bien, vous allez positionner l'entreprise et ses concurrents. Prenons un exemple. Si nous devons parler de produits comme une marque de bière, eh bien, nous pouvons mettre sur un premier axe le prix. Est-ce qu'il s'agit d'un prix élevé ou pas? Et sur un deuxième axe, nous pouvons évoquer eh bien, la popularité de la bière. Par exemple, une bière pas très chère et populaire, on va parler de Kronenbourg, alors qu'une bière qui est un peu plus confidentielle en termes de volume et qui est plus chère, on aura Adel Scott ou Desperados, ou bien encore plus confidentielles, ce seront des petites marques de bière locales ou internationales, mais sur des niveaux de vente peu élevés et des bières plutôt haut de gamme. On en trouve des brasseurs dans l'ensemble des régions de France, donc vous devez bien évidemment connaître le domaine d'activité aussi bien même mieux que moi. Vous allez identifier ensuite la marque. Quelle est la marque? Quelle est l'évolution de la marque? Quelle est l'image de la marque? Est-ce qu'on est sur une marque ancienne ou pas? Et là aussi, faites attention aux marques. Les marques ont une histoire. Vous connaissez tous aujourd'hui la marque Maminova, qui est une marque de yaourt haut de gamme, de pots vendus ensemble dans des recettes spécifiques. Eh bien, c'est une marque très ancienne et qui était une marque absolument traditionnelle auparavant, avec des yaourts entrée de gamme, simples, nature, par paquet de 4 ou de 8, etc. Eh bien, c'est une marque qui a complètement évolué, qui est tombée en désuétude et qui a été reprise, qui a retrouvé un nouveau positionnement. Quel est le statut? Est-ce qu'on est challenger? Est-ce qu'on est leader? Comment on se positionne vis-à-vis de ses concurrents? Quel est l'âge de la marque? Je fais référence au cycle de vie d'une marque tout à l'heure avec Maminova. Quelle est son histoire? Une marque a une histoire. Une marque peut aussi changer de nom parfois. Et aujourd'hui, vous connaissez tous les 2 barres chocolatées
qui s'appelle Twix, mais au démarrage, en France, elle ne s'appelait pas Twix, car Twix était une marque déposée, et que la communication ne pouvait pas se faire sur le nom de Twix, qui posait d'ailleurs des difficultés pour l'entreprise, qui était une entreprise internationale, et qui devait faire des séquences publicitaires spécifiques pour le marché français, puisqu'à l'époque, ça s'appelait Raider. Voilà un petit peu donc des histoires de marques, des évolutions de marques qui existent. À vous de nous raconter ces histoires. Et puis, quelle est la relation avec les clients? Est-ce qu'on est dans une véritable relation, c'est-à-dire du suivi, de la fidélisation? Est-ce qu'on est une relation un peu sociale? En gros, est-ce que la marque, elle apporte un plus à la société? Est-ce qu'elle a apporté un plus à la société à un moment donné? Est-ce qu'elle a été dans l'innovation? Est-ce qu'elle est uniquement dans la transaction? C'est-à-dire, elle est là pour vendre, point. La marque, finalement, a peu d'importance. Donc, à vous de déterminer cela. Et pour vous aider, eh bien, vous allez trouver les 3 valeurs du produit. 3 valeurs du produit, c'est-à-dire un produit a une valeur d'usage, une valeur de signe et une valeur d'attrait. Une valeur d'usage, c'est à quoi ça sert? De manière très simple, très basique, très factuelle. Si on prend une casserole, ça sert à transporter. On transporte dans une casserole, on contient de l'eau, on contient du produit, on contient des aliments. Ça transmet également comme valeur d'usage de la chaleur. Grâce à la casserole, eh bien, la chaleur va passer et va cuire les aliments. La valeur de signe, on va être sur le design. C'est sa couleur, c'est sa fonctionnalité, enfin, de manière un peu plus élaborée. Ce qui va un petit peu la distinguer. Et puis la valeur d'attrait, c'est l'identifiant, c'est la marque. On est sur la marque, on est sur le logo. C'est une casserole, mais c'est une Tefal, c'est important. Voilà un petit peu, donc pour votre produit, vous allez chercher la valeur d'usage, la valeur de signe et la valeur d'attrait. Et puis vous allez regarder finalement quel diagnostic on peut établir de l'offre de votre produit. Lorsque on met ce produit en promotion, quel merchandising, quel PLV, comment on met en avant notre produit lorsque l'on souhaite faire des promotions spécifiques sur ce produit. Après on va parler du produit, on va parler du prix. L'audit prix. Quels sont les objectifs de la politique de tarification? Pour faire simple, est-ce qu'on a un seul prix, un seul tarif? Ou est-ce qu'on a plusieurs tarifs? Quels sont les objectifs en valeur et en volume? Quelles sont les contraintes de fixation de prix? Est-ce que l'on a un prix basique sur lequel on effectue des remises? En B2B, c'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment. Ou bien, est-ce qu'on a un prix fixe pour tout le monde, quels que soient les clients? C'est plutôt la grande consommation. Est-ce qu'il y a des conditions générales de vente? Bien évidemment. Et est-ce qu'elles sont parfois différentes d'un produit à l'autre? Et puis enfin, je vais vous demander d'observer quelque chose. Quelle est l'évolution du prix de vente du produit? Est-ce que l'évolution du prix de vente diminue? Le prix moyen diminue. S'il diminue, on doit constater en face une augmentation en volume sur la part de marché, puisqu'on va gagner plus de parts de marché. Est-ce que le prix de vente du produit augmente? S'il augmente, on doit baisser en part de marché, c'est-à-dire on doit vendre un petit peu moins, mais mieux. Et puis, si enfin le prix décline, eh bien, comment doit-on réagir? Est-ce qu'on décline aussi vite que les autres? Est-ce qu'il va rester un marché de niche? Est-ce qu'on peut se positionner en tant que spécialiste sur ce marché de niche? Ça va être à vous d'élaborer tout ça. Petit b, la stratégie prix. Quelle est la stratégie prix de l'entreprise? Pour cela, vous avez un graphique, un tableau qui apparaît maintenant. Et ce tableau, je vous demande de vous positionner par rapport à votre entreprise. Pour faire simple et bien comprendre le fonctionnement, si la performance du produit est basse, mais que le prix est haut, on est dans ce qu'on appelle une stratégie de vol, ça veut dire que le client n'a pas pour son argent. Lorsque le prix est bas et que la performance est élevée, car un bon produit pour pas cher, on est sur une stratégie de valeur supérieure. Voilà comment vous devez lire ce graphique et vous devez positionner dessus la stratégie prix par rapport à votre produit. Maintenant, quelle est la rentabilité? Classer les produits dans l'entreprise par groupe selon les quantités vendues et selon leur rentabilité pour comprendre, là aussi, quel est l'impact du produit vis-à-vis des autres produits. Et puis enfin, quels sont les délais de paiement? Une entreprise aujourd'hui,
Elle se mesure aussi dans sa capacité financière au délai de paiement. Ça peut être un moyen de négociation dans le cadre contractuel avec des clients, de laisser plus de délai de paiement. Donc à vous de voir comment les choses se passent. On passe au P suivant. 3.4, la distribution. Comment sont fixés les objectifs de couverture de la politique de distribution? Les zones géographiques, des objectifs de rentabilité, des objectifs d'image, de la notoriété, des contraintes logistiques, tout simplement. On se développe là où on a des réseaux de distributeurs. Qui sont les acheteurs? Est-ce qu'il y a des centrales ou pas? Quelle est la répartition de la clientèle par typologie, par importance de chiffre d'affaires, par nombre de commandes également? C'est important d'avoir une répartition. Les principales références qui sont commandées, etc. Vous avez tous les éléments dans le petit guide. Je vous demande de réaliser une matrice Ansoff. Je vous demande évidemment de pouvoir identifier les principaux clients à conquérir, ceux sur lesquels on va développer notre affaire, et quels sont les risques clients. Voilà pour la partie distribution. Le 3.5, c'est l'audit de la force de vente. On ne peut pas développer une entreprise sans passer par la fonction commerciale. On ne peut pas développer une entreprise sans avoir une force de vente efficace. Comment fonctionne votre force de vente? Est-ce qu'elle respecte les tarifs? Est-ce qu'elle respecte les réductions de coûts? Est-ce qu'elle fait respecter là aussi les délais de livraison pour fidéliser ses clients? Est-ce que le commercial connaît bien ses clients? Est-ce qu'il y a du reporting? Est-ce que les outils de CRM fonctionnent bien? Comment sont fixés les objectifs de vente d'une année sur l'autre? Est-ce que l'on prend tous les vendeurs en disant demain, l'année prochaine, vous allez faire plus 3%, et on prend tous leurs chiffres, on ajoute 3% pour fixer les objectifs? Ça peut être le cas dans certaines entreprises. Est-ce que l'on fait des pondérations par rapport au secteur géographique, par rapport au taux de pénétration du marché? Est-ce que l'on fait de la pondération par rapport à la distribution en tant que telle? Est-ce qu'on applique des méthodes financières? Est-ce qu'on applique des méthodes marketing? Bref, comment sont fixés les objectifs des commerciaux? Et puis vous allez voir comment fonctionnent les vendeurs. Est-ce qu'ils utilisent les bons argumentaires? Est-ce qu'ils maîtrisent le vocabulaire adapté? Est-ce qu'ils connaissent véritablement le produit, la réponse aux objections? Quels sont les outils dont ils disposent? Voilà pour la gestion de la force de vente. Le 3.6, c'est l'audit de la promotion des ventes. Quelles sont les techniques utilisées pour promouvoir nos ventes? À quel cycle de vie nous les utilisons dans l'entreprise? Est-ce que les promotions sont personnalisées? Est-ce qu'elles sont à différencier? Ensuite, la communication. Comment communiquons-nous sur nos produits? En pull, en push? Est-ce qu'il y a une adéquation entre la promesse faite par le biais de la communication, c'est l'art de la publicité, et le réalisé? Est-ce que le bénéfice réel du produit est atteint, est acquis? Et quelle est l'évolution du budget communication? Est-ce qu'on en dépense plus, moins? Est-ce qu'on investit dans un modèle ou l'autre de la communication? Enfin, on arrive au terme de ce dossier d'audit. C'est l'audit du plan marketing. Est-ce que le plan marketing finalement existe bien? On a dressé un bilan complet des 4P. Est-ce qu'il y a un plan marketing? Est-ce qu'il est suivi? Qui le contrôle? Est-ce qu'il y a un budget? Qui le met en œuvre? Et un bon plan marketing, c'est une stratégie qui est élaborée. Elle n'a de sens que si elle est expliquée aux collaborateurs. Est-ce qu'il y a un plan d'action, un plan de communication pour l'ensemble des collaborateurs pour comprendre pourquoi nous faisons telle ou telle stratégie marketing? Eh bien, nous voilà au terme de la partie 1 du dossier 1 de ce travail études marketing appliquées. Une centaine de pages. À ce stade, au semestre 5, vous n'aurez rempli que la colonne des constats, que la colonne de gauche. Vous laisserez vide la colonne de droite qui sont les préconisations et qui vont demander un travail de prise de recul. Pour cela, il y aura le semestre 6 d'enseignement et à la fin, vous mettrez vos préconisations parce que vous aurez un maximum de recul sur les informations que vous aurez récupérées. Comment récupérer ces informations? Bien évidemment, faisons au plus simple. Le site de l'entreprise, le site de ses concurrents, Internet d'une manière générale, en tapant des mots-clés sur les moteurs de recherche, vous allez pouvoir récupérer un maximum d'informations. Mais également en entreprise, les plaquettes de l'entreprise. Contacter les services communication, les services marketing, les services presse, pour avoir le maximum d'informations. Je le disais tout à l'heure, si l'entreprise est cotée en bourse,
aller récupérer les rapports d'activité. Maintenant, l'IDRAC vous donne énormément d'outils en accès libre sur Internet. Sur votre e-campus, vous allez dans Espace pédagogique, base de données, et là, vous avez une véritable source importante et quasi inépuisable d'informations. Premièrement, les informations liées à l'actualité. Factiva. Vous retrouverez sur Factiva l'ensemble des articles de presse au niveau local, national et international qui vont concerner votre entreprise, votre produit, votre marché ou les données plutôt de géopolitique et de culture générale dont vous avez besoin pour la première partie du dossier. Ensuite, vous avez les données financières, les données stratégiques de l'entreprise. Diane, Amadeus, Astrée vous donneront là aussi accès aux informations chiffrées, aux comptes de résultats, au bilan des entreprises. Enfin, vous avez Xerfi. Xerfi, aussi bien en accès depuis votre campus que pour les initiaux, depuis une connexion Internet chez vous, eh bien, vous aurez des études de marché en ligne, mises à jour au quotidien, qui vont vous permettre d'avoir là aussi un travail déjà préétabli pour rechercher de l'information sur ces données que nous avons besoin de réaliser, d'avoir pour faire ces constats en entreprise. Voilà pour les premières grandes facilités qui vous sont données. Pour maintenant compléter cela, les sites des gouvernements, les sites des clusters, s'il y en a, des chambres de commerce, les sites également de l'INSEE, fourmillent d'informations extrêmement importantes sur l'évolution des sociétés et l'évolution des marchés. Et puis surtout, il y a votre culture générale. À vous d'alimenter par vos propres lectures, par votre analyse de magazines économiques, grand public, comme Capital, ou bien d'émissions de télévision, comme Capital là aussi, pour avoir des exemples probants de stratégies d'entreprise. Voilà comment travailler et comment faire de la recherche d'informations. Et puis enfin, bien évidemment, un dossier études marketing appliqué ne se travaille pas que derrière un écran. Ce sont vos rencontres, vos interviews, la capacité à aller sur le terrain pour voir comment les choses se passent. Vous faites un produit de grande consommation, il faut aller dans les hypermarchés, il faut aller dans les supermarchés, il faut rencontrer des chefs de rayon, il faut discuter, il faut prendre contact, il ne faut pas avoir peur de prendre son téléphone et d'appeler un chef de vente, un chef secteur, pour un commercial, pour savoir comment les choses se vendent, comment avoir de l'information. Aller rencontrer, c'est aussi ça, l'avantage de faire des études, c'est qu'on peut étoffer son carnet d'adresses, c'est qu'on peut aller vendre ce dossier comme étant un véritable dossier d'audit pour une entreprise. Et je vous prie de me croire, mais pas mal de mes étudiants ont par le passé trouvé un emploi grâce à ce dossier, parce que le travail de qualité qu'ils ont fourni, les rencontres très intéressantes qu'ils ont réalisées en entreprise, leur ont permis de vendre leur capacité à prendre du recul et à donner de la valeur à un travail de recherche d'information. Voilà pour le premier dossier au premier semestre. Vous avez alimenté la première barrique de jus de fruits qui va nous permettre d'atteindre, je le disais tout à l'heure, l'eau de vie. Vous avez donc beaucoup d'informations que vous avez récupérées, que vous avez inscrites dans ce dossier. Ces informations, maintenant, pour qu'elles soient pertinentes, elles doivent être traitées. C'est votre travail. Vous allez donc, grâce à vos cours, grâce également à Cyberlibris, où vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur les matrices et les outils du marketing, sur différents ouvrages, ou bien sur des livres tels que Marketing Management de Philippe Kotler, eh bien, vous allez maintenant nous faire un dossier, un deuxième dossier, qui s'appelle les outils du marketing. Comprendre les stratégies marketing, comprendre l'audit marketing et la politique générale de l'entreprise grâce aux outils tels qu'ils sont décrits dans les ouvrages de marketing et de management, eh bien, c'est le travail du dossier 2. La première matrice que vous allez faire, le premier outil que vous allez utiliser, c'est un que vous connaissez parfaitement bien. C'est une matrice PEST, un tableau PEST, avec une synthèse. Chacun de ces outils doit avoir à la fin une synthèse expliquant, décryptant l'information telle que vous l'avez trouvée. Le PEST, on ne va pas revenir dessus. Ce sont des menaces, des opportunités par rapport à des items. Vous l'avez mis dans le dossier. À la fin de la partie 1, eh bien, vous allez le retranscrire ici de manière synthétique
en expliquant bien évidemment les tendances générales de l'environnement. Est-ce que l'environnement est plutôt favorable ou défavorable? En numéro 2, il me faut l'étude prix-concurrence. Tout à l'heure, le tableau performance-prix vous a été présenté. Rappelez-vous, c'était la stratégie de vol, stratégie de valeur supérieure, etc. Eh bien, nous souhaitons la reproduction de ce tableau avec le positionnement précis de l'entreprise et une explication pourquoi vous avez positionné le produit et son entreprise dans cette case-là. L'annexe 3, c'est le cycle de vie du produit et de votre produit. Oubliez, je disais tout à l'heure, l'image type telle qu'on la découvre. Un produit a des cycles de vie très différents. Si c'est un produit gadget ou un produit électronique, la courbe de vie sera plutôt comme ceci. Ou bien, si c'est des produits qui existent depuis très longtemps, la courbe de vie est plutôt comme celle-là. Voilà un petit peu les différentes courbes de vie. Il en existe plein. Identifiez celle qui correspond véritablement à votre produit et ne mettez pas, de grâce, la même courbe sur tous les dossiers. Ensuite, la carte de positionnement perceptuel, comprendre l'entreprise, sa marque, son produit vis-à-vis de ses concurrents. Vous déterminerez 2 axes que vous choisirez, les plus pertinents, et vous allez ensuite positionner l'entreprise, positionner le produit, mais positionner également, selon la taille du volume de vente, vous identifiez par des cercles plus ou moins grands. L'annexe numéro 5, c'est le mix produit. C'est comprendre les 4 P, mais dans un tableau, où nous allons retrouver, bien évidemment, le P en question, prix, produit, distribution, communication. Quelle stratégie l'entreprise met en œuvre? Et il y a des termes pour cela, stratégie d'écrémage, par exemple. Puis, quels sont les objectifs de l'entreprise, que l'entreprise se fixe avec cette stratégie-là. Et enfin, comment l'entreprise se justifie vis-à-vis de ses choix. L'annexe suivante, la 6, la répartition des chiffres d'affaires. Un graphique, c'est toujours mieux qu'un grand discours. Donc, mettez sous forme de croquis, de graphiques, de diagrammes, de camemberts. Tout cela dépend bien évidemment de la pertinence des informations que vous trouverez, la répartition du chiffre d'affaires dans l'entreprise. Vous allez faire un SWOT. Et bien évidemment, le SWOT, vous allez le croiser pour qu'il ait du sens. Pas la peine de superposer les cases menaces, opportunités et forces et faiblesses. Par contre, se faire rencontrer les forces avec les opportunités, voilà quelque chose d'intéressant. Se faire rencontrer les faiblesses et les menaces, voilà aussi quelque chose d'intéressant. Ce sont les points noirs de l'entreprise. Donc vous allez croiser en mettant par le haut les menaces et les opportunités et sur le côté les forces et faiblesses de manière à bien comprendre la situation de l'entreprise à l'instant T. Une matrice BCG suivra ensuite Michael Porter, le graphique de Michael Porter, plus bien évidemment le diagramme pour comprendre l'intensité des forces sectorielles. Vous ferez ensuite une matrice Ansoff, un diagramme d'Abel, une McKinsey et en annexe 13, la dernière, une lettre de confidentialité. Ce dossier doit être traité bien évidemment avec la plus grande pertinence. Ça veut donc dire que vous allez trouver un maximum d'informations. Ces informations, quelque part, lorsque vous contactez une entreprise, nous lui devons, vous leur devez, un maximum de confidentialité et de respect de confidentialité. Nous allons donc nous engager au respect de cette confidentialité. C'est pour cela que ces dossiers seront détruits à l'issue des soutenances. Et c'est pour cela que vous allez vous aussi vous engager à ne pas divulguer les informations confidentielles auxquelles vous pourrez avoir accès dans les entreprises. Pour les autres matrices, ce sont des outils. À vous maintenant de rechercher les bons outils, les bonnes définitions. Vos enseignants en marketing et en stratégie sont bien évidemment les premiers interlocuteurs pour vous aider à mettre en place ces matrices et ces outils. Et puis également la bibliographie. Donc allez sur Cyberlibris, trouvez de l'information, trouvez les matrices, trouvez les outils, trouvez la manière dont on les remplit le plus pertinent possible et vous aurez là un dossier 2. Vous voyez, on les appelle des annexes, mais c'est un dossier qui s'appelle Outils du marketing. Nous ne souhaitons pas d'autres annexes, pas la peine de nous sortir des catalogues, produits, des plaquettes d'entreprise. Tout cela n'a pas d'intérêt. C'était donc le dossier numéro 2, un dossier à part, mais je vous avais dit qu'au premier semestre, au semestre 5 d'enseignement, il y avait 3 dossiers.
Le troisième dossier, c'est le guide d'entretien. Il s'agit de questions que vous allez poser à l'entreprise. Pour être précis, il y a 17 questions. Bien évidemment, ce n'est pas un questionnaire. Ce qui veut dire que vous n'allez pas en entreprise poser ces 17 questions et demander quelle est la réponse au chef d'entreprise. Le guide d'entretien, c'est quelque chose qui se fait à la fin. Vous connaissez l'entreprise mieux que personne. Vous l'avez étudiée en long, en large et en travers. La densité d'informations récupérées pour le dossier numéro 1. L'analyse des outils du marketing dans le dossier numéro 2 fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de répondre à la quasi-intégralité des questions, des 17 questions du guide d'entretien, sans questionner l'entreprise en tant que telle. Vous l'avez forcément questionné pour remplir le dossier 1. C'est donc l'ensemble de ces connaissances que vous avez récupérées, plus l'ensemble des échanges que vous avez eus avec des salariés, des collaborateurs de l'entreprise, qui fait que vous devez vous positionner pour ce guide d'entretien comme étant vous le répondant aux questions. Vous répondez à la place de l'entreprise. Et quel est l'intérêt, me direz-vous? C'est de voir si vous avez bien compris quelle était l'entreprise et comment elle fonctionnait, et d'analyser les choses. Dans les exemples de questions que je vous propose, il y a notamment un portrait chinois. Si l'entreprise était une ville ou un animal, quelle serait-elle? Si c'était une ville. Lorsqu'on va préciser la ville, Paris, ou New York, ou Lyon, ou Nantes, on parle des villes qui ont derrière un nom des caractéristiques propres. Il y a des villes anciennes, chargées d'histoire, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, des villes lumière, des villes de culture, il y a des villes dynamiques, il y a des villes avec une grande mixité sociale, il y a des villes bourgeoises. Toutes ces villes ont une culture, une posture, et représentent, bien au-delà du simple périmètre de leur ville, représentent quelque chose. Lorsqu'on associe une entreprise à des villes, il faut que la ville soit en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Pareil pour l'animal. Vous savez, une fourmi, c'est besogneux, c'est petit. Vous aurez peut-être parfois un audit à faire dans une petite entreprise, mais une entreprise qui fonctionne bien, qui travaille bien, qui avance bien. Et ce n'est pas négatif de dire que c'est une fourmi qui, derrière, a un certain nombre de valeurs aussi. Pour faire simple, ne mettez pas tous comme ville Paris ou New York, et puis la panthère comme animal parce que c'est noble, mais essayez de rechercher véritablement les caractéristiques. Donc c'est vous qui devez remplir, et vous allez faire valider vos réponses en remplissant votre guide d'entretien, en le réalisant, en faisant un dossier, et ce dossier, vous allez le présenter dans l'entreprise qui est support de votre dossier études marketing appliquées, et l'entreprise va tamponner, lire bien évidemment, mais tamponner, dater et signer, ça veut dire quelque part valider ce que vous pensez de l'entreprise. En gros, c'est vous devez connaître parfaitement bien l'entreprise de manière à répondre à leur place aux échanges. C'est ça un guide d'entretien et c'est ce que nous attendons de votre part. Voilà pour ce troisième dossier, sans doute l'un des plus difficiles à réaliser. Vous avez fait le dossier 1 sur l'audit, vous avez fait le dossier 2 sur les outils du marketing, vous avez fait le dossier 3 sur le guide d'entretien. Maintenant, dernier dossier, nous sommes au semestre 6, c'est le dossier de soutenance. Le dossier de soutenance comporte, en quelques pages au début, la répartition de votre travail. Qui a fait quoi dans votre groupe? Et puis ensuite, c'est tout simplement la présentation de vos slides, votre PowerPoint, que vous allez nous imprimer et nous relier pour le jury, de manière à ce que, 1, il puisse vous suivre, et 2, voir que vous avez bien compris. Attention, la présentation est normée, elle doit comporter 14 slides, et pas plus. Ces slides sont définis dans le guide du dossier études marketing appliquées, dossier regardé, dossier numéro 4, vous avez l'intégralité des slides tels que nous les souhaitons. La remise de ce dossier au jury vous permet de pouvoir présenter votre oral, votre dossier en fin d'année. Voilà pour le dossier 4. C'est à la fois très simple finalement, mais là on est véritablement dans la goutte d'eau de vie, c'est la fin. Vous aurez un quart d'heure de présentation. Un quart d'heure seulement
pour vos 14 slides. Ensuite, le jury aura 5 à 10 minutes de questions et le jury pourra délibérer tranquillement et vous évaluer. Ce qui nous intéresse pendant cette soutenance, c'est votre valeur ajoutée. On n'est plus tellement dans votre capacité à trouver de l'information. Faire des recherches sur les bases de données, faire des recherches sur Internet, on le sait, c'est à votre portée, c'est pas très compliqué. Par contre, comprendre tout ce que vous avez trouvé comme information et le retranscrire de manière professionnelle et surtout donner du sens. Allez chercher ce qui fait de vous demain, ce qui fera de vous demain un manager de bon niveau, c'est-à-dire la valeur ajoutée en entreprise. C'est là-dessus que vous allez être évalué précisément. Donc, bon travail sur cette soutenance, ça se prépare, il y a une répartition de temps de parole, c'est bien évidemment une tenue professionnelle qui vous est demandée, et l'entreprise peut, pourquoi pas, vous accompagner sur cette soutenance. Nous voilà au terme de notre voyage, nous voilà au terme de ce dossier. Pour rappel, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dossier? Premièrement, 2 temps, le semestre 5, le semestre 6. Au semestre 5, vous remettez aux dates qui vous sont données par votre responsable pédagogique sur votre campus. Vous remettez 3 dossiers. Le dossier 1 sur l'audit, le dossier 2 sur les outils du marketing et le dossier 3 sur le guide d'entretien. Vous remettez ces 3 dossiers. Attention, pour le dossier 1, vous ne remplissez que la colonne de gauche sur les constats. Vous êtes évalué à l'écrit par votre groupe, par votre coach, par votre professeur, votre enseignant de marketing. On vous redonne les résultats, on vous explique ce qui n'allait pas, et vous avez le semestre 6 d'enseignement pour 1. Corriger votre dossier, et 2. Travailler les préconisations et la prise de recul. Et cette fois-ci, au semestre 6, la quintessence de votre travail arrivera au moment de la soutenance avec une performance que l'on attend de vous, une posture de consultant junior, un futur manager, 2 futurs managers qui doivent se présenter. Attention, c'est un travail collectif. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé que sur une partie que l'on ne peut pas vous interroger sur une autre partie. Il est fréquent, et le jury peut le faire, et je l'encourage à le faire, qu'au moment de la soutenance, on vous demande de répartir les rôles autrement par rapport à ce que vous aviez imaginé. Vous devez connaître toutes et tous ce dossier parfaitement par cœur, puisque un consultant face à une entreprise ne peut pas dire « moi je n'ai travaillé que sur la partie 1 ». Donc, je ne maîtrise pas du tout le reste du dossier. Cela n'est pas concevable. C'est donc un travail que vous devez initier dès maintenant pour rendre quelque chose de plus performant possible. Ce travail, vous le verrez, sera évidemment très lourd, très complet. Par contre, il vous permettra d'avoir bien saisi l'intégralité des matières, la vision managériale également, qu'on attend de vous sur un bac+3, et peut-être demain sur une poursuite d'études, et permettra pour vous d'avoir une matrice, d'avoir un schéma conducteur de techniques d'entonnoir que vous pourrez reproduire dans des études de cas, que vous pourrez reproduire dans vos dossiers également individuels. Vous allez avoir d'autres dossiers en 3e année. Grâce à cette technique un petit peu d'analyse, vous allez prendre un peu plus de recul et vous allez comprendre aussi quelle est la valeur ajoutée et où on vous attend dans les entreprises. Voilà, bon travail à vous. N'hésitez pas à lire et relire le guide du dossier études marketing appliquées. N'hésitez pas à relire les pages dédiées sur votre guide de l'étudiant. Ça reprend l'essentiel de ces propos. Puis bien évidemment, vous pouvez visionner et revisionner à loisir cette séquence qui donne de temps en temps des exemples pour comprendre. Et puis bien sûr, vos responsables sur chacun de vos campus sont à même de répondre à l'ensemble des interrogations. Donc, semestre 5, on remet 3 dossiers. Ensuite, on a une évaluation sur l'écrit. Et semestre 6, on complète, on corrige et on travaille sur la soutenance et sur les préconisations. Voilà, bon travail à vous, belle année et à très bientôt sur votre campus.